Ok, bah, bonjour à tous, bonsoir même, car il est 19h. Aujourd'hui, c'est David qui va nous présenter un séminaire sur les tenseurs. Donc voilà, David, je te laisse la parole si tu veux commencer, te présenter, tout ça. Super. Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle David Rosbaud, je suis un étudiant de BA4 en physique. Et aujourd'hui, dans le cadre des conférences de physique des irrotationnels, je vais vous parler des tenseurs. Les tenseurs amis ou ennemis. Vous vous doutez qu'avec un titre pareil, je vais répondre que évidemment, ce sont nos amis et non nos ennemis. Peut-être petit background pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Pourquoi est-ce que, en tant qu'étudiant de BA4, donc deuxième année seulement d'université, j'ai la moindre autorité, si je puis dire, pour pouvoir présenter les tenseurs? En fait, il se trouve que j'ai écrit un polycopié d'introduction aux tenseurs qui est disponible gratuitement sur SecurePond, le drive de la section de physique. Et donc, il suffit d'aller dans l'onglet BA5, BA6, et voilà, il est là, euh, il est disponible, vous pouvez le lire, et c'est génial. Donc, petit disclaimer, je ne suis pas un étudiant de master, et donc je n'ai pas l'expertise dans la physique des tenseurs. Et je n'ai pas non plus une expertise mathématique super poussée comme l'aurait certainement un mathématicien de fin de master, même de début peut-être. Et du coup, voilà, c'est pour dire, c'est un document qui est pensé pour des gens de mon niveau. Et voilà, puisque vous êtes normalement des gens d'à peu près mon niveau, certains et certaines plus forts. Voilà, vous pouvez y aller. Normalement, c'est fait pour que ce soit compréhensible. Alors, je vais présenter un petit peu le plan de la présentation. Au début, je pensais un petit peu motiver l'utilisation des tenseurs pour le physicien et pour la physicienne. Ensuite, en un deuxième temps, introduire des définitions importantes à la définition du tenseur. Je suppose que ceci, c'est censé durer autour de 30-35 minutes, cette deuxième partie. Ensuite, on va parler de certains concepts de géométrie différentielle vus avec le langage de l'analyse tensorielle. Qu'est-ce que c'est l'analyse tensorielle? C'est des tenseurs, mais avec des techniques d'analyse dessus. Et donc, c'est relativement accessible normalement. En tout cas, c'est pensé pour que ça le soit. Et à la fin, nous allons conclure, évidemment, et ensuite répondre aux diverses questions que vous aurez, j'espère, suite à une écoute très attentive. Je l'espère aussi, évidemment. Euh, Petit disclaimer encore, la conférence sera relativement mathématique et traitera de concepts abstraits. Voilà. Donc, si quelque chose n'est pas clair, s'il vous plaît, interrompez-moi et euh, interrompez-moi de façon orale, allumez le micro et dites-moi ce qui n'est pas clair. Et aussi, n'hésitez pas, si vous en avez envie, de prendre des notes, puisque ça va permettre de voir de façon plus simple, plus en surface ce qui est traité dans le polycopier. Et donc, ça peut être utile. Voilà. Attention toutefois, les slides iront relativement rapidement puisque j'ai écrit relativement gros. Et donc, voilà. Chapitre 1, les motivations. Alors, les motivations pour les praticiens et les praticiennes, qui sont certainement celles et ceux qui sont les moins intéressés par l'idée d'étudier les tenseurs, sont les suivantes. J'ai pris une citation de Feynman, puisque tout physicien théoricien aime faire des quotes de Feynman à tout va. Feynman disait: les physiciens ont une habitude de prendre l'exemple le plus simple et de l'appeler physique, laissant l'exemple le plus compliqué devenir le sujet d'autres champs des sciences, disons des mathématiques appliquées, de l'ingénierie électrique, de la chimie ou de la cristallographie. Les maths des tenseurs sont particulièrement utiles pour décrire les propriétés des substances qui changent selon la direction.
puisque la plupart d'entre vous vont aller dans le vrai monde où les choses dépendent vraiment de la direction, vous allez tôt ou tard avoir besoin des tenseurs. C'est une citation prise des Feynman Lectures on Physics, volume numéro 2 de la New Millennium Edition, et c'est pour ça que c'est écrit en anglais. Euh, et les motivations pour les théoriciens et les théoriciennes sont un petit peu plus concrètes. C'est que les tenseurs donnent un langage très naturel et très abordable pour pouvoir retrouver de nombreux concepts de la géométrie différentielle, en particulier la géométrie riemannienne qui se dote d'une métrique. Les concepts qu'on retrouve sont les concepts de surface, de géodésique, la géodésique qui est la ligne de plus court chemin entre deux points, et le concept de courbure dans tout plein d'espaces très différents. Et la motivation pour laquelle, enfin la raison principale pour laquelle on veut utiliser le langage des tenseurs et faire de l'analyse dessus pour retrouver les concepts de géométrie différentielle, c'est non pas parce que c'est la meilleure façon de faire, loin de là, c'est en fait parce que pour faire de la géométrie différentielle très formellement, on a besoin de beaucoup de cours de maths. Je veux dire énormément de cours de maths. Euh, il nous faut de la théorie des groupes, 5 crédits ECTS, des espaces topologiques et métriques, 5 crédits ECTS, de la topologie à 5 crédits ECTS, l'analyse 3 des mathématiciens qui en vaut 9, l'analyse 4 des mathématiciens toujours qui en vaut 8, et une introduction sur les variétés différenciables qui, elle, en vaut 5. Et après, là, après enfin 37 crédits supplémentaires, on peut suivre un cours d'introduction sur la géométrie riemannienne qui est enseigné par Troyanov. Fun fact. Et on ne va pas faire ça, donc c'est pour ça qu'on introduit les tenseurs pour parler de géométrie différentielle. Donc maintenant, on va enfin parler des tenseurs. Alors d'abord, je vais discuter de la méthode de présentation des tenseurs. Je vais faire ça de façon très peu orthodoxe car généralement, normalement, à peu près tous les physiciens sont présentés d'abord les définitions de composantes covariantes, contravariantes, convention de sommation d'Einstein. Allez, tu fais des calculs et sauf qu'on ne va pas faire ça comme ça dans une conférence. Donc, il me faut trouver une manière de pouvoir motiver quelques définitions du tenseur sans pour autant aller trop dans des maths abstraites. Et c'est pour ça que nous allons faire quelque chose qui consiste à regarder des définitions du tenseur que j'ai entendues lors de mon BA1. Chapelier, le professeur d'ICC, a dit « Un tenseur, c'est un tableau de nombres à un nombre arbitraire de dimensions. » À ceci, je rétorque « D'accord, mais un tableau de nombres, ça a quoi comme caractéristique? Ça a quoi comme, ça interagit comment avec les autres tableaux de nombres? Et ça, c'est une question qui, ici, n'est pas répondue, puisque la question en mathématiques est toujours, nous définissons un objet, quelles sont les structures qui apparaissent après avoir défini un tel objet? Ricci, le professeur de mécanique, lui a dit quelque chose de très rigolo. Un tenseur, c'est une matrice, ne vous inquiétez pas. C'est assez incroyable puisque c'est très réducteur, mais ça marche bien dans le cadre d'une discussion avec, mettons, le tenseur d'inertie, qui est justement l'unique tenseur dont on parle en mécanique. Et finalement, Marc Troyanov, en BA1 évidemment, et donc pas en BA2, car je suis à peu près certain que nous avons vu une autre définition en BA2.
En BA1, il disait « Le produit tensoriel, c'est la multiplication d'un vecteur et d'un vecteur transposé. » D'accord. Commençons par remarquer qu'ici, on parle de produit tensoriel. En quoi est-ce que le produit tensoriel est relaté au tenseur? En fait, on va le discuter très sommairement, c'est que le tenseur est un objet qui habite dans un espace produit tensoriel. Si c'est obscur, c'est normal, on ne va pas aller dans les détails, c'est pour ça que je ne prends pas cette approche. Et, et voilà, c'est pour ça que le produit tensoriel va être lié à ça, mais on va aller en plus de détails maintenant. On va se donner deux vecteurs, V et W, de composantes respectives pour V 1, 2 et 3, et W 4, 5, 6. Évidemment, ça, c'est les vecteurs des gens qui n'ont aucune idée pour créer leur exemple. Et donc, on utilise la définition de Troyanov. V, produit tensoriel W. Le produit tensoriel se note par une croix dans un rond. Eh bien, c'est un vecteur multiplié par un vecteur transposé. OK, c'est bien ça. On fait la multiplication matricielle et on trouve une matrice. Tiens, tiens, tiens. On retrouve la matrice que Ricci nous disait qu'un tenseur est. D'accord, c'est sympathique. Remarquons toutefois quelque chose. Si nous avions fait W tenseur V à la place de V tenseur W, ça aurait donné un résultat très différent. Regardez, ici, la première ligne est 4, 5, 6. Ici, la première ligne, W tenseur V, est 4, 8, 12. En fait, vous remarquez que l'un est le transposé de l'autre, et donc c'est isomorphe, mais ce n'est pas égal. Donc, c'est une propriété relativement importante, c'est que le produit scalaire, enfin le produit tensoriel, excusez-moi, n'est pas commutatif. Mais toutefois, les résultats sont isomorphes, puisque la transposition de matrice est un isomorphisme d'espace de matrice, en fait. Vous pouvez le voir de votre côté, c'est assez élémentaire comme démonstration avec les définitions. Et en fait, on va dire la chose suivante, c'est que le produit tensoriel des deux vecteurs, c'est, eh bien, ici on voit, là on multiplie la première composante par la première, ici la première par la deuxième. Donc on remarque qu'on pourrait dire que c'est des coordonnées et que l'on va donner deux coordonnées à un vecteur de base. IM ligne, JM colonne. C'est cela que ce E,IJ signifie. Et finalement, on va dire de façon plus exacte que le produit tensoriel, enfin ce EI,J est égal au produit tensoriel des deux vecteurs de base de l'espace. Ceci est quelque chose qui nécessite peut-être un petit peu plus d'argumentation. C'est tout juste que on va, enfin, comment expliquer cela de façon très claire et très précise. Je ne le sais pas. Il nous faudrait peut-être 15 minutes en plus et je ne vais pas passer autant de temps là-dessus. Mais je trouve que cette construction semble relativement naturelle. Si ce n'est pas votre cas, peut-être notifiez-moi, mais voilà. Pas d'opposition? D'accord, on continue. Du coup, la question est comment est-ce que le tenseur selon Chapelier, donc cette matrice à un nombre arbitraire de dimension, va là-dedans? Eh bien, en fait, on va se rendre compte que si on fait le produit tensoriel entre une matrice et un vecteur, une matrice, c'est visible comme n vecteurs colonnes. Donc, on va dire qu'on va faire
n produits tensoriels avec les vecteurs colonnes. Et puis, bah, ça veut dire qu'on a n matrices. D'accord? N matrices, c'est bien. Sauf que les matrices, du coup, on pourrait les mettre les unes sur les autres de façon à ce que ça forme un cube. En fait, on retrouve bien le fait que le produit tensoriel d'une matrice et d'un vecteur est représentable comme un cube de nombres. Représentable, c'est très important. C'est que un tenseur qui est issu d'un produit tensoriel d'une matrice et d'un vecteur, lui n'est pas, excusez-moi, n'est pas un cube de nombres. Il est représentable comme un cube de nombres. On va y revenir plus loin, ne vous inquiétez pas. Finalement, on va dire que l'ordre d'un tenseur, c'est le nombre d'indices différents qu'il faut pour définir ses coordonnées. Vous voyez ici, dans l'exemple précédent, il faut deux indices. Il faut i et j pour pouvoir définir le ijm, enfin la ijm coordonnée de ce tenseur, tandis que ici, il nous faut trois coordonnées, i, j et k. Trois indices différents. Et l'ordre du tenseur, du coup, c'est le nombre d'indices différents qu'il faut pour définir ces coordonnées. Maintenant, on va remarquer qu'il y a une structure particulière dans tout ce que l'on a fait. Remarquez que dans cet exemple précédent, W tenseur V, la trace de cette matrice, 4 plus 10 plus 18, c'est le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Et ce n'est pas un hasard. En effet, si vous mettez i égale j et que vous sommez sur ij, ici, vous voyez que vous avez bien le produit scalaire euclidien qui réapparaît. D'ailleurs, quand on dit que l'on somme sur le même indice, on dit que l'on fait une contraction et on dit que l'on fait une multiplication contractée si l'on fait d'abord un produit tensoriel et qu'ensuite on somme sur un indice, enfin sur le même indice. Remarquez ici que l'on aurait pu faire la contraction pour le tenseur d'ordre 3 de trois façons différentes, soit I et J, soit J et K, soit I et K. Voilà. Et c'est relativement évident, ce n'est pas révolutionnaire. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que je vous ai introduit ça, du coup, de cette manière? C'est pour justement cette remarque que la trace du produit tensoriel de deux vecteurs, c'est leur produit scalaire euclidien. La question, c'est comment généraliser à n'importe quel produit scalaire. Votre question, c'est peut-être pourquoi voudrait-on un autre produit scalaire? Eh bien, il se trouve que sur la sphère, on peut trouver un produit scalaire qui est assez naturel, qui omet la dimension du rayon. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un produit scalaire entre des composantes qui pointent hors de la sphère. Pour le TOR, qui est très intéressant pour faire du plasma, pour étudier du plasma, puisque les tokamaks ont cette tendance à avoir un aspect toroïdal, et pour l'espace-temps, puisqu'il se trouve que l'espace-temps est régi par une certaine structure, par un certain produit scalaire, que l'on appelle la métrique de Minkowski ou bien la métrique de Schwarzschild. Minkowski si l'espace-temps est vide, de Schwarzschild s'il y a un objet massif au centre. D'accord. Ceci va nous mener à la convention de sommation d'Einstein, puisque on va justement essayer de retrouver cette chose que la contraction d'un produit tensoriel dépend du produit scalaire. C'est ça notre but. OK. Et on va faire ça d'une façon qui va sembler très contre-intuitive à nous tous, en fait. C'est que l'on va dire que si on a deux indices répétés, on fait une somme sur l'indice. Tout simple. L'indice sur lequel on somme, on va dire qu'il est muet,
Et l'indice, enfin, les indices sur lesquels on ne somme pas vont être dits libres. Euh, voilà, c'est juste du jargon, ça. Si je le dis pendant la présentation, pas que vous soyez perdus. Une condition supplémentaire pour pouvoir faire une somme, c'est qu'il faut un indice en haut et l'autre indice en bas. Attention, l'indice en haut ne veut pas dire que c'est à une puissance. C'est juste une façon de mettre des indices. Par exemple, le produit scalaire de deux vecteurs va être défini comme VI en bas, WI en haut, ou bien alternativement, puisque ce n'est pas censé dépendre de quel est l'indice en haut et quel est l'indice en bas, VI en haut, WI en bas. Et j'ai fait la même chose ici pour un vecteur V qui passe dans une matrice A et qui se transforme en un vecteur W. Alors, ici, je vais faire un truc qui est important, c'est la distinction entre justement le tenseur qui est représentable comme un cube de nombre ou le tenseur qui est un cube de nombre, puisque un tenseur, euh, en fait, ce, ce ne sont pas les coordonnées. C'est un objet géométrique dans un certain sens, euh, tandis que les coordonnées, c'est une représentation sur une base. Les objets géométriques, on va les mettre en gras. Vous voyez ici, les vecteurs de base, on les a toujours mis en gras. Vous pouvez vérifier. Et ceci est pour la raison que c'est un objet géométrique. Et la représentation sur une base va toujours être faite en italique dans le langage mathématique de base de LaTeX, évidemment. Et je tiens à souligner le fait que parfois vous entendrez vos professeurs dire que le tenseur, ce sont ses coordonnées. Vous m'entendrez peut-être même moi dire cela, mais ce n'est pas exact. C'est un abus de langage que l'on a tendance à adopter puisque c'est plus facile. Voilà. Maintenant, venons-en aux définitions qui sont importantes. Voilà, c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu mathématique. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va pas être si horrible que ça. Euh, les composantes covariantes, qu'est-ce que c'est? Les composantes sont dites covariantes si elles se transforment comme un vecteur de base, ou plutôt avec un vecteur de base, covariante. Elles varient avec les vecteurs de base. Elles seront marquées d'un indice en bas. Regardez ici, oups, voilà, ici le VI en bas, ça c'est une composante covariante du vecteur V. Tandis que les composantes contravariantes, c'est des composantes qui se transforment à l'inverse d'un vecteur de base. Elles sont marquées d'un indice en haut. Ok, ça, il faut clairement que l'on spécifie plus parce que c'est pas très clair cette définition des composantes contravariantes. Du coup, d'abord, la question c'est est-ce qu'il en existe et qu'est-ce que c'est? Et aussi, est-ce qu'on connaît un tenseur qui n'ait pas des composantes qui ne soient ni covariantes ni contravariantes? Je vais vous spoiler, non, il n'en existe pas. Un tenseur est forcément ou contravariant ou covariant ou un mélange des deux. Euh, et certains objets, par contre, eux, ne sont ni covariants ni contravariants. Voilà. Faisons quelques rappels sur les changements de base. Disons que l'on veut y passer d'une base EI, un ensemble de vecteurs de base EI, à un ensemble de vecteurs de base EK'. On va faire ça par l'intermédiaire d'une transformation linéaire A. Eh bien, on va remarquer que quelque chose est covariant si on a EK' est égal à A fois EI. Attention, ici, ce n'est pas tout à fait très propre, il n'y a pas vraiment les indices qui sont bien. On va préciser ça plus tard dans la présentation, mais c'est important de le montrer, de comprendre que un vecteur est covariant, enfin une composante est covariante, si elle n'est pas primée, qu'elle rentre dans une matrice de transformation qui n'est pas primée et qu'elle sort primée. Tandis que les composantes contravariantes,
C'est à l'inverse. Les composantes x indice i en haut vont devenir x indice prime k euh, si elles passent dans un vecteur A, enfin dans un changement enfin, dans une transformation A, pardon. Et on va remarquer que le vecteur colonne x majuscule c'est le vecteur colonne, attention, eh bien, ça vient de l'algèbre linéaire, c'est égal à A fois x'. Comment est-ce que ça fait sens intuitivement? C'est que si vous multipliez tous vos vecteurs de base par un facteur, mettons 2, alors les composantes ici vont devoir devenir 2 fois plus petites pour pouvoir dire que l'objet géométrique, le vecteur, est toujours de la même longueur. Voilà. En fait, ça, c'est le calcul qui va nous permettre de montrer que les composantes d'un vecteur sont bel et bien contravariantes. En effet, par définition, à la fois, puisque c'est un objet géométrique, le vecteur x, il est indépendant de sa représentation sur une base, et donc c'est égal à la fois xi, ei, mais aussi x'k, e', e'. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer EI selon la loi de transformation inverse, c'est-à-dire qu'on va appliquer le changement inverse que j'ai appelé A', afin de ne pas nous embêter avec des A-1 qui risquent d'être embêtants plus loin, fois EK'. Vous remarquerez que c'est exactement la même chose que cette relation-là, mais avec les primes qui ont été déplacées. Or, les xi, c'est des nombres, donc on peut les mettre à l'intérieur et on va mettre entre parenthèses les A' fois xi. Sauf qu'ils sont toujours sur une base ek'. Et bien, vous voyez cette dernière égalité, A' xi ek' est égal à x'k ek'. Eh bien, ça doit être indépendant de la base ek'. Et donc, la relation générale tient et elle est écrite juste ici. Et la relation inverse aussi, elle doit tenir, bien évidemment, par un raisonnement très similaire. Maintenant, la question, c'est, OK, c'est bien, mais tu n'as toujours pas utilisé des sommes David. Qu'est-ce que tu nous mens avec cette convention d'Einstein? Il ne faut pas l'utiliser. Je pars de la conférence tout de suite. Alors, c'est vrai, je vous ai un petit peu menti. Là, il faut mettre des indices et c'est justement la question, où est-ce qu'on met les indices de A? Voilà. Eh bien, il se trouve que A, c'est égal, si on veut la transformer en une matrice B, bah, vous vous rappelez de votre cours d'algèbre linéaire 1, c'est P-1 AP. Mais remarquez ça, c'est très intéressant. Ici, P, c'est la matrice de passage pour pouvoir passer à B, et P-1, c'est la matrice de passage inverse. Donc, à la fois, c'est covariant, puisque ça va varier avec les vecteurs de base par le P, et de façon inverse par le P-1. Super. Donc, l'application linéaire est à la fois covariante et contravariante. Je vais me permettre de noter que ce n'est pas le cas pour les applications bilinéaires. Les bilinéaires sont doublement covariantes dans leur représentation matricielle. Et du coup, on va réussir à trouver ces relations très générales par un principe de conservation de l'indice entre guillemets, parce que l'on voudrait que la quantité à gauche et à droite soit toujours covariante en le même indice. Ici, dans l'exemple EI A' fois EK', on veut un I en bas dans la matrice A, dans les composantes, et on veut un K en haut pour pouvoir appliquer la convention de sommation d'Einstein pour pouvoir dire eh bien qu'on somme. Voilà, qu'on n'ait plus une dépendance en K tout simplement. Et il se passe exactement la même chose pour toutes les autres relations. Voilà. C'est pas très sorcier jusque-là. Et du coup, on y est enfin arrivé. La définition du tenseur.
Un tenseur est un objet mathématique qui se transforme comme un tenseur. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez évidemment me donner tout votre argent pour cette incroyable conférence. Non, je rigole. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette phrase que les professeurs de physique aiment nous assommer avec? Eh bien, ça veut juste dire que les composantes respectent l'équation suivante, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois entièrement covariantes et contravariantes. Remarquez ici que là, les indices en I, eh bien là, c'est primé en I. En haut, il y a du R, et là, il y a du U', et en bas, il y a du R. Voilà, ça permet de montrer que en bas, c'est les composantes covariantes, et on fait le raisonnement inverse pour les matrices, enfin pour les composantes contravariantes. Et du coup, est-ce qu'il existe quelque chose qui ne se transforme pas comme un tenseur? Et oui, il en existe même plusieurs types de non-tenseurs. Il existe les densités tensorielles sur lesquelles on va, enfin, dont on ne va pas parler. Le symbole de Levi-Civita est une densité tensorielle, par exemple. Oups. Du coup, il y a aussi des pseudotenseurs. Un pseudotenseur, on en connaît en fait, c'est un pseudo-vecteur plus particulièrement, c'est la vitesse angulaire. Pourquoi? Parce que, regardez, le vecteur vitesse angulaire, si l'on dit qu'on a quelque chose qui tourne dans le sens horaire, enfin anti-horaire des aiguilles d'une montre, de x à y, eh bien le vecteur de vitesse angulaire, il va pointer vers le haut. Voilà, c'est le vecteur vitesse angulaire, il pointe vers le haut, super. Mais mettons que l'on applique une transformation où on change le signe de y, du vecteur de base y. Il va ici. Eh bien, puisque la rotation se fait dans ce sens-là, de x à y, si l'on change la représentation, elle est aussi censée passer de x à y. On va faire ça, on va passer de x à y. OK. Vous remarquez maintenant que ça va dans le sens horaire. Et donc, on est passé d'un vecteur qui pointe vers le haut à un vecteur qui pointe vers le bas, alors que, normalement, il aurait dû pointer vers le bas si et seulement si c'était un vecteur, l'axe Z pointait aussi vers le bas. Là, ce n'est plus le cas. Ainsi, le vecteur vitesse angulaire n'est pas un tenseur, c'est un pseudo-tenseur. J'en parle extensivement dans le polycopier si ça vous intéresse. Maintenant, parlons encore du tenseur métrique, un tenseur qui est extraordinairement important puisqu'il est un petit peu comme la matrice de Gram pour les gens qui ont fait algèbre linéaire 2. Le tenseur métrique est défini, c'est un tenseur covariant d'ordre 2 qui est défini comme le produit scalaire entre les deux vecteurs de base. Et donc, l'existence de ce tenseur, puisque en fait, c'est l'existence d'un produit scalaire, implique l'existence d'une norme et d'une façon de calculer les angles. En effet, il y a des formules que vous avez certainement vues en algèbre linéaire 2 qui donnent à la fois des mesures d'angle et de, de distance pour n'importe quel produit scalaire. Et donc, le tenseur métrique implique l'existence de la géométrie, ce qui est quand même pas mal comme condition. Et vous pouvez vérifier que c'est bien justifié que je mette des indices IJ en bas. Voilà. Donc, que c'est bien covariant d'ordre 2. Il suffit en fait de faire la même chose que juste avant, appliquer la définition d'un changement de coordonnées là, vous remarquez que vous avez un double changement de coordonnées, et puis voilà, vous y êtes arrivé. On va faire un calcul qui est venu un petit peu de nulle part, c'est qu'on va dire qu'on va prendre le produit scalaire entre x et puis un vecteur de base EI. Voilà, on va de nouveau, comme toujours, à chaque fois, dire, voilà, EI, c'est égal à AI en bas, prime K, EK prime. C'est un petit peu toujours le même spiel. Hein. On sort le AI prime K devant,
Et du coup, on se retrouve avec ça, sauf que là, c'est dépendant de UI, là, c'est dépendant de E'K, et là, il y a un prime dans la matrice, dans les composantes de changement de base. Attendez, c'est covariant. Du coup, on va, oups, on va faire le choix, ma foi peut-être un petit peu arbitraire, euh, de dire que la composante xi en bas, c'est égal à x produit scalaire e. Ça, pour bien pouvoir le justifier et que vous pouviez, enfin, que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi est-ce que c'est valide, il vous faut un petit peu plus de calcul, et donc c'est laissé dans le polycopier, évidemment, puisque je ne vais pas vous assommer avec encore plus de maths, sinon vous allez tous et toutes partir. On montre d'abord que le tenseur métrique descend l'indice. En effet, on va juste prendre la définition de la composante xj. Xj, c'est x scalaire j, c'est la projection du vecteur x sur un certain axe avec un certain produit scalaire. Et ça, x, c'est EI, enfin xi, EI. Voilà, on isole le calcul entre EI et EJ puisqu'il y a un produit scalaire. La définition du tenseur métrique, ça fait GIJ. OK. Mais du coup, remarquez la structure de ce calcul des deux extrêmes. En bas, on a xj en bas. En haut, on a xi en haut, gij en bas. Le tenseur métrique permet de descendre, entre guillemets, l'indice du xi. C'est intéressant, le tenseur métrique est un opérateur qui permet de descendre l'indice. Est-ce qu'il est aussi un opérateur qui permet de monter les indices? Eh bien, bien évidemment. En fait, on peut montrer que les composantes covariantes, enfin contravariantes, sont l'inverse des composantes covariantes. Et du coup, on a le fait que c'est égal, voilà, c'est l'inverse. Delta IK, c'est le delta de Kronecker qui est égal à 1 si et seulement si I est égal à K et qui est égal à 0 sinon. Et du coup, par un calcul similaire que juste avant, on arrive à montrer qu'il monte l'indice. Ou alors on multiplie juste par par le tenseur métrique inverse, l'équation de juste avant, et puis on obtient cette relation, que xj en haut est égal à gij en haut, xi en bas. Mais vous l'aurez remarqué, les composantes covariantes et contravariantes sont égales si et seulement si le produit scalaire, si et seulement si gij est égal au delta de Kronecker. Si et seulement si c'est le produit scalaire euclidien qu'on étudie. Donc les composantes covariantes et contravariantes sont très très différentes les unes des autres. Euh, et, et ça va permettre aussi de dire que si l'on veut faire de la géométrie dans un espace qui est courbé, eh bien, enfin, qui a un produit scalaire un petit peu différent, on est obligé de passer par ce formalisme. Et on va voir que dans un espace courbe, eh bien, on peut utiliser ce formalisme et du coup, on verra l'utilité des tenseurs en fait. Et du coup, on va enfin arriver à ce qu'on veut depuis le début, vérifier que la contraction est dépendante du produit scalaire. Je vous l'avais prévenu, c'est le truc qui permet de garder un petit peu le truc, la conférence en place. Quand on calcule le produit scalaire, eh ben, il vient assez facilement que c'est égal à xi, yj, gij. Sauf qu'on se rappelle des relations d'avant, ça permet de descendre un indice. Ici, j'ai descendu x, enfin l'indice du x, on a bien xi, yi. Sauf que, remarquez, si on avait dit que les composantes, c'était du xi, yk, mettons, et qu'on sommait sur les i est égal à k, eh ben, c'est une contraction comme on l'a dit avant. Voilà, on a réussi à bien montrer qu'une contraction est dépendante du produit scalaire. C'est incroyable. Enfin, moi, personnellement, ça m'émeut. Mais je ne sais pas s'il en est de même pour vous.
Maintenant, on va parler un petit peu de géométrie différentielle, mais vraiment très en surface, ne vous inquiétez pas. Déjà, posons-nous la question, et comment est-ce que la position et la vitesse sont définies? Parce que dans un espace qui n'est pas euclidien, c'est pas aussi facile. Prenons par exemple la sphère. La sphère est un exemple d'espace qui n'est pas euclidien. En effet, vous ne pouvez pas avoir de difféomorphisme de la sphère dans R2. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir de carte euh, de la Terre qui n'ait pas de déformation, en fait. Ce qui est marrant. Enfin, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Euh, Supposons que vous voulez partir en vacances à la Creuse. Vous pointez la direction, que faites-vous? Normalement, vous pointez à l'horizon, n'est-ce pas? Vous n'allez pas pointer au travers de la Terre pour que je calcule une intersection entre une sphère et puis la droite dont votre bras est un vecteur directeur. Non, 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 non. Vous allez plutôt, enfin, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ce qu'il y a ici à droite. Ce que vous allez faire, si vous êtes un petit peu bizarre, c'est me donner la latitude et la longitude de la Creuse. Euh, et donc, on remarque que la position, en fait, c'est bizarre sur une sphère. Enfin, c'est pas représentable par un vecteur comme on le fait habituellement dans un espace euclidien comme R3. C'est très étrange. Euh, et du coup, eh bien, on en arrive au fait que les coordonnées sur une sphère, ça donne une position, alors qu'un vecteur, ça ne donne pas une position. Euh, et donc, ce conflit montre entre autres que les coordonnées et les vecteurs n'encodent pas la même chose, pas la même idée. Mais pourquoi en fait est-ce que vous voulez pointer vers l'horizon? Parce que vous ne voulez pas creuser jusque la Creuse. Vous allez dire je vais suivre le vecteur qui est symbolisé par mon bras. Et donc, cela montre quelque chose, une tension, qui est une différence entre le point de vue intrinsèque, qui est vous, qui vous dites je vis sur la Terre, je ne vais pas creuser jusque la Creuse et je ne vais pas sauter dans l'espace pour atterrir dans la Creuse. Non, vous ne faites pas ça, vous allez suivre la courbure de la Terre. Et ça, c'est le point de vue intrinsèque. Et le point de vue extrinsèque, et bien là, vous ne l'avez pas. Vous n'allez pas pointer à travers la Terre pour montrer une certaine destination. En fait, c'est comme s'il n'existait que la surface de la sphère dans cet univers dans lequel vous vivez. Euh, voilà. Et c'est quand même relativement intéressant, bien que ce ne soit pas le cas dans notre univers, puisque si c'était le cas, qu'il n'existait que la sphère, alors vous verriez votre dos. Voilà. Et aussi, vous auriez une épaisseur nulle, mais ça, c'est un détail. Euh, et du coup, là, on en arrive à ce concept de coordonnées curvilignes qui est assez intéressant, dont on parle un petit peu en mécanique 1. En fait, c'est des coordonnées qui sont fonctions d'anciennes coordonnées. C'est assez simple. C'est par exemple les coordonnées polaires, les coordonnées sphériques auxquelles vous êtes habitué depuis mécanique 1, et les coordonnées toroïdales qui sont utiles pour les plasmas, on en a déjà parlé. C'est un système de coordonnées assez intéressant, assez ingénieux même. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur Wikipédia, c'est assez marrant. Et du coup, on va définir ce qu'est une ligne de coordonnées aussi. C'est une ligne de coordonnées, c'est garder toutes les coordonnées constantes, sauf une seule. Un exemple de ça, c'est les coordonnées cylindriques. Vous voyez que les lignes de coordonnées, ce sont des cercles concentriques, ce sont des droites qui viennent depuis l'axe z est égal à 0 et qui sont horizontales, les droites, et les droites verticales. Voilà, ça, c'est les différentes lignes de coordonnées. Vous pouvez voir aussi quelles sont les lignes de coordonnées dans les coordonnées sphériques. Voilà.
Et maintenant, si on cherchait à définir des vecteurs dans un espace euclidien muni de coordonnées curvilignes, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, le choix, enfin, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, mais il y a un choix qui se veut naturel, et j'espère que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il l'est, en fait. Mettons que vous ayez justement ces lignes de coordonnées. Là, j'ai fait un petit peu des lignes de coordonnées. J'en ai pas fait beaucoup parce que c'est un petit peu embêtant de le faire sur PowerPoint comme ça. Mais enfin bref. Mettons que vous disiez, voilà, là j'ai un vecteur X, je le pointe ici, et je veux le changer selon un petit mouvement selon la nouvelle coordonnée U1. Nos coordonnées curvilignes sont les U. Voilà. Mettons que vous vouliez faire ça, eh bien, il y a un choix assez naturel qui est de se rendre compte que le petit dx, en fait, vous pouvez le représenter par un changement des fonctions, enfin, de la dérivée des fonctions qui permettent de définir justement les coordonnées curvilignes, selon la première variable U1, selon laquelle vous voulez faire un déplacement, fois un petit déplacement DU1. Est-ce que ça fait sens? J'ai senti que j'ai relativement mal expliqué ça. Euh, Interrompez-moi si c'est le cas. Je crois que ce n'est pas le cas. Ça fait du sens. Ça fait sens. Bah, génial, génial. Et du coup, bah, vous avez ce petit changement de fonction dérivée par rapport à U1. Mais vous pourriez faire la même chose par rapport à U2. Voilà, vous voyez ça, cette coordonnée qui change comme ça, vous allez longer le changement en U2. C'est ça que vous faites, c'est que vous changez le petit changement, enfin, que vous suivez le petit changement. Vous allez de façon tangente à la coordonnée, en fait. Et du coup, en fait, vous voyez que, par exemple, si on regarde à un autre point, les vecteurs de base qui sont trouvés comme ça, ils sont légèrement différents. Si vous définissez les vecteurs de base comme étant justement les dérivés en fonction des UJ, eh ben, vous aurez en fait en chaque point différents vecteurs de base. Vous aurez donc en chaque point un différent tenseur métrique puisque la valeur du produit scalaire va varier. Et donc, ça, on appelle ça un champ tensoriel. Pourquoi un champ tensoriel? En fait, un champ vectoriel, c'est un vecteur qui est fonction de l'espace, et un champ scalaire, c'est un nombre qui est fonction de l'espace. Voilà, la température, c'est juste un nombre, la température, qui varie selon la position. Voilà, un champ, pour un physicien, c'est une fonction de l'espace. Voilà. Et du coup, la question, c'est si je suis autre part dans mon système de coordonnées, comment est-ce que je peux prédire le changement de mon vecteur de base EI, le petit changement DEI? Eh ben, en fait, c'est là qu'on va définir les symboles de Christoffel. Les symboles de Christoffel vont permettre de relier un petit changement infinitésimal en coordonnées, les vecteurs de base que vous avez, et justement des symboles de Christoffel. Et ça va permettre de justement prédire le changement de DEI, quoi. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on trouve les symboles de Christoffel? Alors, c'est une dérivation qui est un petit peu poussée. Du coup, je vous lance la formule. Ici, les dk, c'est la dérivée selon la kème composante. Bah, vous voyez que les symboles de Christoffel sont fonction du tenseur métrique et de ses dérivés. Donc, ça veut dire que le tenseur métrique permet à lui seul de définir la géométrie de la surface, les produits scalaires, les longueurs, les angles, et même comment est-ce qu'ils changent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire,
OK, on va paramétriser notre espace, mais ensuite on va étudier la métrique. C'est ça qu'on va faire. Et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire ça sur la sphère pour la métrique de Minkowski qui permet de décrire l'espace-temps qui est vide, la métrique de Schwarzschild qui permet de décrire un espace-temps euh, proche d'un trou noir, enfin d'un objet massif, et même des métriques un petit peu plus obscures, telles la métrique de Kerr d'un trou noir qui tourne sur lui-même. Et étrangement, ces quantités-là ne se transforment pas comme un tenseur, alors que c'est vraiment, enfin, le tenseur métrique est un tenseur, et les dérivés, on ne voit pas pourquoi est-ce que c'est pas censé être un tenseur. Et ben, il se trouve que ça, c'est pas un tenseur, et ça, c'est assez génial. Et ben, maintenant, on va parler des applications des symboles de Christoffel. Les symboles de Christoffel sont importants, enfin, sont même l'élément clé des équations des géodésiques qui permettent de calculer eh bien, les lignes droites dans un espace qui est courbe. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez le tenseur métrique, vous trouvez les lignes droites. Voilà. Encore la puissance du tenseur métrique est démontrée. La dérivée covariante, qui est une façon de prendre une dérivée dans un espace qui est un petit peu bizarre, qu'on appelle une variété. La sphère, on appelle ça une variété. Tout ça, on appelle ça des variétés. Si jamais, mais je n'ai pas voulu vous encombrer de ce langage supplémentaire auparavant. Mais la dérivée covariante permet justement de choisir une direction, de prendre une dérivée, et ça permet justement de prendre en compte du fait de la déformation infinitésimale des vecteurs de base selon l'espace, ce qui est quand même assez incroyable. Ça permet de définir le tenseur de Riemann qui permet de quantifier à quel point l'espace tourne, entre guillemets, c'est-à-dire à quel point les chemins ne commutent pas et à quel point vous tournez. Par exemple, sur une sphère, c'est très intéressant. Mettez que vous vous mettez ici et que vous suiviez un méridien. D'accord? Vous faites ça. Vous vous déplacez d'un quelconque angle et vous revenez là où vous étiez. Mettons que votre vecteur ici pointe toujours vers le bas, et bien vous remarquez que là, ce pointeur-là, il pointe ici, enfin ce vecteur-là, il pointe ici, après la transformation, et donc ça permet de se rendre compte qu'il y a des chemins qui ne commutent pas. Voilà. Ce qui est quand même contre-intuitif. On nous dit des chemins ne commutent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça ne veut intuitivement presque rien dire. Le tenseur de Ricci est une contraction du tenseur de Riemann. La courbure scalaire de Ricci est une contraction du tenseur de Ricci et les équations des champs d'Einstein qui permettent d'écrire la relativité générale, ce qui est quand même important pour un physicien. En fait, ça dépend du tenseur de Ricci, de la courbure scalaire de Ricci et du tenseur métrique. Voilà. Sachant que le tenseur de Riemann, lui, s'écrit en fonction des symboles de Christoffel et de ses dérivés. Vous voyez en quoi les symboles de Christoffel sont si importants en relativité générale. Du coup, maintenant, on en arrive à une conclusion après bientôt 50, enfin plus de 50 minutes d'effort. On en arrive enfin à une conclusion. Je vais pouvoir vous dire de ce qui a été discuté. On a expliqué comment une simple intuition justifie la convention de sommation d'Einstein, qui est l'intuition que la contraction d'un tenseur doit dépendre du produit scalaire, enfin peut même dépendre du produit scalaire plutôt. Un tenseur se transforme comme un tenseur, ça on en a aussi discuté. On a discuté de l'inutilité du formalisme si l'on se contente d'étudier les espaces plats munis de la métrique, munis du produit scalaire euclidien. Voilà, ça c'est un petit peu le truc qui est triste. Hein.
Euh, le fait que les espaces courbes surgissent naturellement en physique par les espaces de Minkowski, de Schwarzschild ou même juste des structures courbes dans des espaces plats comme les coordonnées sphériques, mettons, que même de simples considérations géométriques permettent de définir des objets difficiles comme les symboles de Christoffel, comme même le tenseur de Riemann et même la dérivée covariante dont on n'a pas trop parlé, mais dont on parle extensivement dans mon polycopier si vous êtes intéressé. Maintenant, il est important de savoir ce qui n'a pas été discuté. On n'a pas donné une définition rigoureuse du produit tensoriel, vous l'avez senti à mon hésitation au début de la présentation. Euh, et cette définition, elle est très bouleversante dans la compréhension qu'elle amène, en fait. Elle permet de généraliser à plein d'objets de mathématiques de tous les jours qu'on utilise depuis le Bachelor 1, et c'est quand même assez incroyable. Et du coup, on n'a pas non plus discuté des limitations de cette façon de faire de la géométrie différentielle, car par exemple, on ne peut pas parler d'un espace en son entièreté. On est obligé de parler de façon très locale. Et j'espère que j'ai réussi à permettre de vous le dire en le fait, en le sens qu'on est tout de suite obligé de changer nos vecteurs de base si l'on veut se déplacer, ne serait-ce que d'une façon infinitésimale. Et donc, ce qui est handicapant aussi, c'est que des géants comme Penrose ont fait leurs découvertes qui sont maintenant standards en physique, parce que qui remet en cause ce pourquoi Penrose a reçu son prix Nobel? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils doivent être rares, ceux et celles qui font ça. Et donc, qu'est-ce que Penrose a fait? Quelles sont ses considérations? Eh bien, lui, il fait de la géométrie différentielle propre, très mathématique, où l'on peut parler presque globalement d'un espace, ce qui est très intéressant. Et du coup, il y a une différence importante entre le formalisme tensoriel et le formalisme mathématique rigoureux. Et il y a une énorme difficulté à comprendre ce que les mathématiciens veulent dire, même pour des simples articles Wikipédia. Et c'est là où, quand je dis qu'il nous faut de la théorie des groupes, des espaces topologiques et métriques, des espaces topologiques, je ne mens pas. C'est vraiment très ardu de comprendre ce qui se passe sinon. Je suis ces cours et avec ça, c'est relativement faisable, mais sinon, c'est impossible. Et on rate aussi quelque chose, c'est l'élégante choquante de la formulation à la mathématicienne, puisque, eh bien, enfin, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est beau. Voilà. Du coup, maintenant, la question, c'est quelles sont vos questions? Sur quel point est-ce que vous avez envie d'avoir des éclaircissements? Euh, voilà, la parole est à vous. Il faut croire que tu as laissé l'audience speechless. Bon, du coup, merci d'avoir écouté, participé. Hein. Mais super. Ah, je vois quelque chose dans le chat. Ah, Niels. Oui, c'était il y a un moment ça. C'était, ouais. Ah, Mais je sais pas pourquoi ça apparaît aussi tard. Je oh, sais pas. pardon. Je sais Yes. pas. Bon, bah du coup, si personne n'a de questions, je coupe l'enregistrement si ça va à tout le monde.